j'ai exercé dans plusieurs fonctions, pardon. J'ai commencé au bureau d'études, ensuite j'ai fait de la prod, des méthodes, de la qualité. J'étais responsable amélioration continue chez Bosch, où j'étais en charge de démarrer le Bosch Production System. Donc, c'était quasiment une feuille blanche, hormis le fait que la Bible du Bosch Production System était déjà rédigée. Donc, il y avait la théorie, mais passer à la pratique et puis convertir, engager les managers et les équipes, c'était toute une aventure. J'étais amené à créer toute une logique d'AIC, donc les animations intervalles courts, et puis des UAP. J'ai fini responsable UAP de l'usine d'une des UAP de l'usine de Bosch. Voilà. Et puis, le livre du Lean à l'excellence opérationnelle qui est sorti cette année en février, juste avant le confinement, bien malheureusement, voilà, aux éditions Maxima. Alors, ce que j'ai choisi, on s'est mis d'accord avec les collègues d'Axence et Emmanuel notamment. On s'est dit, on va faire un webinaire, on va revenir sur les basiques. Et pour moi, maîtriser les basiques, d'abord, c'est important parce que ça fait faire de sacrés bons d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue construction des équipes. Mais en plus, le fait de maîtriser ces démarches basiques permet d'aller sur des démarches beaucoup moins basiques, un peu plus complexes. Donc, ça va se résumer, une présentation de 20-25 minutes et qui va se résumer sous 6 grands points clés. Alors, la première chose pour commencer, si je vous parle de pot de Nutella, je pense que ça parle à tout le monde. Vous en voyez la forme du pot, la couleur, la texture, le goût. Ça, c'est très facile. Quand on parle du Lean, je fais le pari que les définitions vont être variables d'une personne à l'autre. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que dans les entreprises, on dit on va faire du Lean, on veut mettre en place du Lean, mais on ne parle pas forcément de la même chose. C'est pour ça que j'ai consacré tout un temps dans mon livre, et on va le prendre aussi aujourd'hui, sur revenir, mais c'est quoi au fond le système Lean? Et pour moi, c'est une forme d'organisation du travail qui est à la fois cohérente et formalisée. Et cette cohérence, cette formalisation qui peut se traduire par du standard, en fait, c'est ce qui fait toute sa puissance. Alors, je l'ai décomposé, cette forme d'organisation du travail, en 4 grandes dimensions. La première, ce sont les pratiques, ce qu'on appelle souvent les outils. Je rappelle quand même, c'est que jusque dans fin des années 2000, globalement, le Lean était considéré comme une boîte à outils. Et il y avait une difficulté à percevoir les autres dimensions, comme celle, par exemple, du système de management. Alors, dans le système de management, Toyota a choisi de structurer son système de management, par exemple, en UAP, unité autonome de production, qui consiste à ne plus raisonner, en fait, à désiloter les différents services, ne plus raisonner d'un point de vue service, mais orienter l'organisation vers la livraison d'un produit et donc l'orienter vers le client. Toyota a aussi fait le choix de ritualiser ses rituels managériaux. Quelque part, c'est d'industrialiser aussi la façon de manager l'entreprise. Ensuite, il y a une troisième dimension qui sont les principes de gestion qui sont résumés sous le temple Toyota. Le temple Toyota, il nous dit quoi? Et Toyota nous dit quoi? Il nous dit tout simplement qu'il cherche à satisfaire le client. Pour satisfaire le client, il va chercher à le livrer dans la qualité voulue, dans les délais voulus, et tout ça en essayant de produire en juste temps, c'est-à-dire avec un minimum de gaspillage. Donc, construire la qualité pour le client et en interne, et puis produire au plus juste, ça a pour vertu de réduire les gaspillages et donc réduire les coûts. Il y a aussi un autre enseignement, c'est que Toyota cherche à stabiliser au maximum, et ça se traduit par la base du temple, en formalisant des standards et, par exemple, en lissant la production. Et puis, dans toute organisation du travail, donc organisation humaine du travail, il va y avoir une composante plus émotionnelle. Ce sont les valeurs. On le retrouve dans la plupart des grandes entreprises. Il y a les valeurs qui sont affichées au mur. Chez Toyota, c'est ce qu'on appelle le Toyota Way, avec le respect, le travail d'équipe, le Gemba, le challenge et le Kaizen. J'ai fait le choix de ne pas le développer aujourd'hui. Je l'ai largement développé dans mon livre, ce qui peut vous inciter à le lire. Et aussi, j'ai fait un certain nombre d'articles sur LinkedIn, justement parce que je trouve que c'est d'une puissance incroyable. Tout l'enjeu de ces valeurs, c'est de les traduire en comportement.
Et donc, les comportements, si on arrive à avoir les comportements en phase avec les valeurs et si le manager représente ça, bah on est sur le début de l'exemplarité. Donc, ce que je vous disais, c'est de découper, de comprendre le système Lean ou le système d'excellence, quel qu'il soit, c'est de parler le même langage et d'avoir une destination commune. La deuxième chose, le deuxième point clé pour moi, c'est votre système d'excellence est un apprentissage permanent tiré par la vision. Alors, la première chose, c'est quand on parle de Toyota, on dit souvent qu'il développe des personnes avant de fabriquer des produits. Ça veut dire que Toyota, au travers de son système de management, des pratiques, des principes, etc., il essaye de développer en permanence des états d'esprit, des compétences. Je vais prendre un exemple tout basique. Vous projetez de devenir champion du monde de ski. Donc, vous allez développer des compétences et des états d'esprit qui sont adaptés. D'accord ? Et sachant que les états d'esprit vont permettre de développer des compétences et inversement. Si maintenant, vous vous dites, dans 5 ans, je vais descendre une piste rouge sans tomber, eh bien, vous adapterez vos compétences et états d'esprit par rapport à cette vision-là. Ce qui me fait dire que le Lean, en fait, va être tiré, tout votre système d'excellence va être tiré par votre vision. C'est un moyen, ce n'est pas une fin. Le TPS, le Lean, le Six Sigma sont des moyens, ce ne sont pas des fins. Donc, on va le revoir après, mais se définir une vision, une ambition va être quelque chose de capital et le système d'excellence va permettre de capitaliser et d'aider à cheminer vers cette vision. Pourquoi je parle de ça? C'est que souvent, on voit des services Lean qui sont dans des recoins des organigrammes. Ça veut dire que la direction, on va dire la direction opérationnelle ne pense pas système d'excellence, méthodologie pour y arriver. Et enfin, la troisième chose, c'est que construire une organisation comme atteindre ses ambitions, c'est un apprentissage. J'ai représenté le PDCA. Je ne suis pas sectaire, ça peut être du DMAIC, ça peut être du 8D, peu importe. En tout cas, se doter d'outils d'apprentissage au travers de la résolution de problèmes va être quelque chose de très important pour cheminer vers la vision et les ambitions. Point clé suivant, j'ai listé ce qui est, à mon sens, les pratiques les plus importantes, les indispensables pour toute organisation. Alors, il y a la vision et sa déclinaison, l'animation de la performance, je vais parler d'AIC, animation à intervalles courts, la résolution de problèmes, la tournée terrain, l'audit des standards et les 5 S. Et je vais développer ça maintenant. La première chose, c'est… Simplement, ce qu'il faut se dire, c'est que la performance va être directement liée à la qualité d'utilisation de ces pratiques. Donc, mettre beaucoup d'intensité, former, entraîner les équipes à améliorer toutes ces pratiques-là, ça vous apportera de la performance. J'ai réussi à le démontrer au travers de l'observation en traçant des courbes. Je vous la montrerai un peu plus. Toujours est-il qu'il y a un véritable intérêt à investir sur ces pratiques-là. Alors, la première, c'est la vision et sa déclinaison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire définir sa vision? Ça veut dire où on va, pourquoi et comment. Le où va-t-on pour une organisation, ça reste du point de vue très opérationnel. Bon, ben voilà, je veux développer tant de chiffres d'affaires, je veux mettre mon produit dans les mains d'un million d'utilisateurs. Donc, on va être sur quelque chose de très opérationnel. Mais par contre, le pourquoi et le comment, c'est ce qui va intéresser réellement les équipes. Le pourquoi, c'est pourquoi on va là-bas, pourquoi je devrais me motiver, moi, manager, moi, opérateur ou équipier, à aller vers cette direction-là. Et puis, le comment, c'est-à-dire quelles sont les étapes, les phases critiques qui vont me permettre d'atteindre cet objectif-là. Ce qui va être important, c'est de les formaliser et communiquer. Alors, ça paraît évident. Je croise un nombre d'entreprises incroyables où globalement, la stratégie est connue du chef, heureusement, mais par contre, elle est très, très peu connue dès qu'on descend dans les strates hiérarchiques. Ça veut dire que globalement, vous avez plein de personnes qui vont œuvrer dans des directions qui ne sont pas forcément celles de la vision de l'entreprise. Et puis, une dernière chose, c'est plus elle sera co-élaborée et plus il y a des chances que vous atteigniez vos ambitions.
Pourquoi la coélaboration? C'est que tout dans la phase de préparation de la vision, où on fait des séminaires, où on réfléchit, mais on se projette déjà dans l'état futur. Tiens, quel chemin on va prendre? Tiens, quel risque on prend en faisant ça? Quel risque personnel je prends à m'engager sur cette voie-là? Et donc, plus ce sera coélaboré, plus toutes les équipes vont pouvoir se projeter dans l'état futur. Ça veut dire qu'elles auront déjà un pied dans l'objectif. La deuxième chose, deuxième pratique importante, à mon sens, indispensable même, c'est l'AIC, l'animation de la performance. Et pour moi, c'est tout simplement le GPS. Et on a tous utilisé un GPS. Qu'est-ce qu'on fait dans un GPS? Avec un GPS, on rentre la destination, ça nous calcule des chemins, on en choisit un, et puis on a un état d'avancement par rapport à notre objectif. Ça veut dire qu'il nous reste une distance et un temps à parcourir, et puis on nous informe aussi des éventuels problèmes qui fait qu'il va peut-être falloir ajuster notre tactique. Eh bien, l'AIC et le management de la performance va avoir cette vertu-là. Mais ce n'est pas tout. Dans une AIC, il y a 3 choses complémentaires. La première chose, c'est que faire des AIC où on se dit combien de pièces ont été faites, combien de revues, combien de clients ont été vus, c'est dommage parce qu'on passe à côté de quelque chose de plus important, c'est de prendre le pouls de l'équipe. Pour moi, l'AIC, c'est aussi un moment de cohésion d'équipe. Et imaginez, vous faites tous les jours une AIC, c'est-à-dire que tous les jours, vous avez un petit moment de cohésion d'équipe. La deuxième chose, c'est j'ai emprunté ce concept au Kodak Operating System qui dit pour nous, les AIC, c'est la morning market. Donc, je viens faire mes emplettes, moi, manager, je vais faire mes courses du matin pour savoir quels sont les problèmes, quelles sont les urgences et quelles décisions je dois prendre. D'accord. Je parle des AIC parce que c'est, je dirais globalement, très facile de faire monter en compétence les managers pour faire des AIC efficaces, choisir les bons indicateurs, avoir les bons niveaux de discussion, ne pas confondre échange d'informations, prise de décision avec résolution de problèmes. C'est simple et ça peut rapporter très, très gros cette démarche. Troisième pratique, la résolution de problèmes. Vous avez une stratégie, vous avez vos ambitions et puis vous faites tous les jours, vous regardez si vous allez vous avancer correctement vers cette ambition. Il apparaît des problèmes et très rapidement, on s'aperçoit qu'il va falloir les traiter, ces problèmes-là. Alors, je rappelle juste la définition d'un problème, c'est un écart entre un état actuel, l'état actuel des choses, et puis un état attendu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, on fait la confusion entre un problème, donc un écart, et puis des absences de solutions ou des outils. Et j'ai notamment croisé une entreprise qui voulait absolument mettre du Kanban pour réduire les stocks dont jusque-là tout allait bien. Ceci étant, l'analyse du vrai problème n'avait pas été faite jusqu'au bout, donc le Kanban a été mis en place, mais ça n'a pas réduit les stocks. Tout simplement parce que le vrai problème était un problème de discussion entre le marketing, le commerce, et puis la logistique, et puis l'appel des pièces. Voilà. Donc, définir le vrai problème. Le vrai problème, pour le définir de façon plus simple, c'est aussi de se connecter par rapport à la vision. La deuxième chose, c'est donner un espace pour faire, c'est-à-dire un espace organisationnel pour faire. Si les équipes n'ont pas de temps pour faire la résolution de problèmes, ça devient très compliqué. Et on ne peut pas sous-traiter ce genre de choses à un moment donné. Parce que dans la résolution de problèmes, c'est aussi de la capitalisation de l'apprentissage. Alors, un exemple tout simple qu'on avait mis en place quand j'étais chez Bosch, on avait mis des AIC en place, mais on avait aussi réservé un créneau standardisé pour toute l'organisation. On disait de 10h à midi, globalement, c'est réservé pour faire la résolution de problèmes. Et ça marchait plutôt bien. Et puis, la troisième chose, j'insiste sur la maîtrise d'un outil. Alors, le PDCA, le 8D, le DMAIC, ce n'est pas un problème, c'est doter votre organisation de la maîtrise d'un outil de résolution de problèmes. Ce qui va permettre de structurer la résolution de problèmes et éviter de faire des impasses, comme par exemple ne pas oublier à faire de l'analyse de causes racines. Quatrième pratique indispensable, c'est la tournée terrain. L'idée, c'est de prendre conscience du réel et, je vais le dire avec toute gentillesse, c'est faire descendre les managers sur le plancher des vaches. La plupart du temps, j'ai été manager, donc je connais un petit peu le problème, c'est qu'on parle souvent avec des chiffres. Si j'annonce que mon usine génère 50 000 ppm, c'est-à-dire 5% de défauts par an. Mais si par contre, je vous montre ce à quoi ça correspond, c'est-à-dire je jette une benne
de déchets comme ça tous les mois, de pièces qui sont partiellement finies, en tout cas qui sont non conformes, ça a un effet psychologique complètement différent. J'ai fait l'expérience, donc moi j'animais comme ça mes AIC avec l'équipe. J'ai fait l'expérience d'amener le superviseur en lui disant regarde ce que génère ton activité tous les mois. Il m'a dit c'est pas possible, j'y crois pas. Donc on a regardé, on a vérifié, effectivement c'était une fois par mois. Ça peut faire mal aussi, ça peut piquer. Je vous avouerai que je n'ai pas osé le faire, de faire venir le grand responsable, le responsable du site devant la benne. Je n'ai pas osé parce que je pense qu'il aurait pris conscience de ce qu'elle voulait réellement dire 5%. D'accord ? Cinquième pratique qui me paraît indispensable, c'est l'audit des standards. Alors, ça sous-entend qu'on ait défini des standards. Le standard, je me permets de rappeler, c'est simplement la rédaction d'une bonne pratique ou de la meilleure pratique connue à l'instant T. Elle permet de sécuriser et donc d'avoir confiance dans ce qu'on a décidé et mis en place en termes de sécurité, qualité, éventuellement en termes de délai. L'audit des standards, dans ma façon de l'aborder, ce n'est pas un audit au sens ISO où on met une bonne note, où on met des conformités, des non-conformités. Pour moi, ça a trois vertus. C'est de maintenir tous les progrès qu'on a faits. On a amélioré un standard, on a amélioré une façon de travailler, on a fait un chantier, on a des très beaux livrables et une nouvelle organisation. L'enjeu, c'est d'arriver à maintenir et de donner vie après la résolution de problème ou de chantier. La deuxième chose, c'est de former, et former à la fois les opérationnels, mais en même temps les managers. C'est-à-dire qu'on a le standard et on regarde tout simplement s'il est appliqué, s'il est applicable, quelles difficultés, et comprendre pourquoi il y a autant de difficultés, ce qui va permettre d'incrémenter et d'améliorer ce standard. Et puis, c'est l'opportunité aussi de donner du sens, à la fois pour le standard, mais de donner du sens sur pourquoi c'est important de respecter telle règle, telle règle. J'ai représenté un organigramme parce que pour moi, ça représente toutes les strates hiérarchiques avec peut-être des niveaux d'audit différents, mais en tout cas, ça concerne toute l'organisation. Et ça permet aussi de mettre en dialogue, de créer des dialogues, des espaces de dialogue entre le terrain et les managers. Enfin, la dernière, c'est le 5S. Pour moi, c'est une pratique complètement incroyable et très, très puissante. 5S en premier abord, c'est tout simplement de se dire on sécurise l'espace de travail, mais aussi on va améliorer les conditions de vie ou les conditions de travail. En fait, il y a plusieurs vertus et ça permet de développer le respect des collègues au travers du respect des règles de fonctionnement, au travers du rangement, au travers du fait qu'on respecte l'espace de vie commun et les outillages qu'on utilise ensemble. C'est censé développer l'autodiscipline et donc l'autonomie. L'autodiscipline, pourquoi? C'est qu'à un moment donné, c'est bien de contrôler en permanence quelqu'un qui vous dit « range tes affaires ». Ça peut peut-être rappeler ce qu'on vit à la maison avec nos enfants ou nos conjoints. L'idée, c'est de se créer en fait des normes et de s'autodiscipliner, ce qui fait qu'on est beaucoup plus autonome dans la façon de s'organiser. Et puis, il y a une dernière chose qui me paraît fondamentale, c'est le respect du produit. 5S va développer le respect du produit. Et je pose la question, c'est comment on peut dire qu'on respecte le client si on ne respecte pas le produit qu'on lui livre? La seule relation qu'on puisse avoir avec le client, finalement, c'est le produit qu'on lui livre ou le service. Et donc, si on ne respecte pas le produit, donc si on ne se met pas en condition de respecter le produit, ça devient difficile de démontrer, d'être certain qu'on respecte le client. Ça va peut-être un petit peu loin, mais je vous invite vraiment à réfléchir à cette chose-là. Vous allez voir qu'il y a des enseignements à tirer de tout cela. J'en ai fini avec les 6 pratiques indispensables. On va revenir maintenant sur un apprentissage que j'ai fait dans mon expérience, c'est de considérer les outils comme des pratiques. Alors, un outil, c'est statique. Un outil, c'est un marteau. Par contre, la pratique, ça va être de planter les clous, voire même d'arriver à créer une charpente ou un meuble ou ce que vous voulez. Une pratique va avoir une finalité. Par exemple, si je vous parle d'un SMED, la finalité n'est pas forcément de réduire les temps de changement de série. Pardon. La finalité, c'est d'arriver à flexibiliser l'outil de production pour arriver à être au plus près de la demande du client. Ça veut dire qu'une pratique comme planter des clous, comme apprendre à skier, comme pour tout globalement, ce sont de très nombreuses itérations qui vont vous permettre, in fine, de construire une charpente, un meuble, etc.
Et puis, la dernière chose, c'est que ça va être des capitalisations, ça va être plein de petits apprentissages qui vont se faire tout au cours de pratique. Ce qui va me renvoyer au point clé numéro 5. Pour moi, il y a 3 conditions de réussite des pratiques. La première, c'est de penser gagnant-gagnant. Alors, gagnant-gagnant, c'est dire quoi? C'est que l'entreprise a besoin de gains opérationnels, de besoin de gains financiers. Une entreprise, sa condition de survie, c'est de faire du chiffre d'affaires, mais aussi de dégager suffisamment de bénéfices pour pouvoir réinvestir. Mais ce qui va permettre de faire le chiffre d'affaires, la marge, ça va être tout l'investissement des équipes, des femmes et des hommes qui vont s'investir, qui vont réfléchir, qui vont mettre leurs compétences pour arriver à justement atteindre ces enjeux financiers et opérationnels. Penser gagnant-gagnant dans un chantier, c'est de se dire, mais fondamentalement, de quoi vont avoir besoin mes équipes et comment je peux les alimenter pour leur donner envie de travailler. Comment on va les mettre en mouvement, comment on va les motiver. La deuxième chose, c'est très progressif dans l'atteinte des résultats. Je vais prendre l'exemple le plus basique. C'est si on pense, quand on commence à une démarche 5S, si on commence par faire un chantier et de dire on va en mettre plein la vue à toute l'organisation, on va faire un secteur qui brille, qui est extraordinaire, bien rangé, bien structuré, il y a de fortes chances que ça s'étiole très rapidement, tout simplement parce que c'est une somme d'apprentissages techniques, comportementaux, méthodologiques qui vont faire que ça va être pérenne et que ça va être profitable pour l'organisation. Donc, toujours penser par petits pas dans l'utilisation de ces pratiques-là. Et puis, la dernière chose, c'est très en lien avec l'apprentissage, c'est prendre conscience des apprentissages. Alors, la courbe que j'ai représentée, c'est une courbe expérimentale. Je n'ai malheureusement pas le temps de développer, mais je me suis aperçu que les équipes, la performance des équipes évoluait globalement selon 3 grandes phases. Une phase de balbutiement, une phase de décollage et puis après une phase d'amélioration continue. Et ce que je me suis aperçu, c'est que la performance était très en lien avec 3 niveaux de compétences. Les compétences techniques, eh ben oui, on fait mieux le produit, on développe mieux, on est plus précis, on génère moins de défauts qualité, mais associé à la méthodologie, donc toutes les pratiques dont on a parlé, et puis aussi des compétences relationnelles. Dernier point clé, c'est de savoir par où commencer. Pour moi, ce sont des secteurs qui sont simples, volontaires et stratégiques. Simple, pourquoi on ne va pas s'attaquer à la tête du Pareto. Ce que je suggère, c'est de choisir des problèmes qui vont permettre d'avoir une durée limitée et donc d'engranger un minimum de succès. Des petits succès qui vont permettre de communiquer, de dire c'est chouette, c'est simple, ça peut marcher. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, et c'est le deuxième critère, c'est sur des secteurs qui sont volontaires a priori. Pourquoi? Parce que ça va permettre de se concentrer sur l'action et ne pas perdre trop de temps sur le fait de devoir convaincre que c'est bien, que la démarche est bien, que le lean c'est bien, etc. J'ai pris cette petite illustration. Dans toutes les équipes, globalement, vous allez avoir 3 catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle les moteurs. Les moteurs, c'est globalement, ce sont des gens qui ne vont pas avoir froid aux yeux, qui ne se posent pas de questions, qui ont envie de tester des choses. Et donc, on va leur dire, bah, tiens, on va faire un 5S. Globalement, ils vont sauter dessus, on va y aller. Et ils vont y aller. Il va y avoir toute une grande partie, ce sont des suiveurs. Les suiveurs, ça va être plutôt des gens à qui il va falloir démontrer l'intérêt. Et donc, vous voyez que si vous choisissez des secteurs simples où vous avez des succès rapides, vous démontrez très rapidement que ça peut leur apporter du bénéfice. Et puis, il y a une dernière catégorie, les freins. Donc, il n'y a rien de négatif. Ce sont plutôt des gens qui sont d'une extrême prudence ou qui n'ont pas de sens tout simplement ou à qui il faut vraiment passer beaucoup de temps pour persuader. Toujours est-il qu'il y a toujours cette classe de personnes qui vont être plutôt pas moteurs, donc freins. Et là, dans un premier temps, je pense qu'il ne faut pas trop perdre de temps là-dessus parce que c'est demande beaucoup d'énergie pour pour des risques de non-succès à la fin. Ce qui ne veut pas dire non plus que les freins vont rester freins toute leur vie. Il y en a qui peuvent se transformer en de véritables promoteurs. Et puis, la dernière chose, c'est stratégique. Et c'est un peu la même idée. C'est si vous faites des chantiers qui vont avoir un impact, un intérêt d'un point de vue stratégique ou pour le client, eh ben, ça va intéresser la direction. Si ça intéresse la direction, ils vont appuyer leur poids hiérarchique, mais aussi donner les ressources nécessaires. Et donc, il y a des chances de faire décoller l'activité.
sont des choses assez simples, élémentaires, mais simplement, quand on démarre, je l'ai vu plein de fois, quand on démarre une démarche lean ou qu'on fait ne serait-ce qu'appel à un consultant, on veut tout de suite avoir à s'attaquer sur des grosses choses, alors qu'il vaut mieux peut-être faire plein de petites choses successives et avoir plein de petits succès. Et je vais en terminer, c'est la conclusion de ce webinaire. Après, je me ferai un immense plaisir à répondre à vos questions. Pour moi, la plus grande leçon du lean, mais du TPS, hein, je n'en ai pas parlé. Je fais une petite différence entre les deux. C'est le TPS, c'est la version originelle du système Toyota. Et le Lean, ça a été une interprétation un peu plus occidentale, avec peut-être aussi un petit peu de la perte au feu, mais une adaptation aussi de notre culture. Toujours est-il que pour atteindre vos objectifs, vous ne connaissez pas a priori la solution. Donc, la seule chose à faire, c'est de tester immédiatement et surtout d'apprendre des résultats de votre action. Votre action est bonne, elle a apporté ses fruits, vous ancrez, vous standardisez. Et puis sinon, elle n'est pas satisfaisante. Dans ces cas-là, vous testez autre chose. Et j'ai pris l'exemple du développement de la Prius, donc la première voiture hybride. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Toyota s'est dit, il ne s'est jamais dit on va faire de l'hybride. Ce qu'il s'est dit, c'est regardons ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans avec la pénurie potentielle de pétrole. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant et tout de suite avec la technologie, soit qu'on maîtrise parfaitement, soit qu'on va pouvoir maîtriser très rapidement pour cheminer vers du zéro pétrole. Et ils ont étudié plusieurs solutions, envisagé plusieurs solutions, et le gagnant est devant vous, c'est le concept de l'hybride avec la Prius. Ça veut dire que des petits pas, des petites actions et surtout prendre conscience des apprentissages à la fois techniques, méthodologiques et aussi relationnels. Et ça, déjà, vous allez faire un grand pas dans votre démarche et trouver d'excellence opérationnelle. Je vous remercie de votre attention et maintenant, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci Jean-Louis pour cette présentation. J'espère qu'on a apporté un peu d'éclairage à toutes les personnes qui participent. On a quelques questions. Donc, ce que je te propose, c'est de commencer tout de suite à y répondre. Et puis, toutes les personnes qui souhaitent et qui n'ont pas encore posé de questions, n'hésitez pas. Jean-Louis va se faire un plaisir d'y répondre. Si par hasard, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, sachez que la présentation, que ce webinaire est enregistré, vous aurez la possibilité de le revoir directement sur notre site internet et on se fera un plaisir aussi de répondre aux questions si par hasard on n'a pas le temps de le faire. Voilà. Alors, on a une première question, Jean-Louis. Camille qui nous pose la question, mais quid de la vision dans un contexte durable d'incertitude quand rien n'est stable, que tout bouge dans le temps. Voilà, tu parlais de vision. Effectivement, avoir une vision quand tout est mouvant. Quelle est la meilleure approche? Waouh. Vous ça commencez pas par les questions les plus simples. En fait, ce qu'il faut, il me semble qu'important, c'est de comprendre en fait le processus d'élaboration de la vision. D'abord, on ne cherche pas l'idée géniale d'une personne. On va créer un processus, on va se rapprocher des intelligences collectives. Hein. On va créer un processus qui est de prendre un certain nombre de personnes et de voir quels sont d'abord de prendre en compte le contexte et ensuite de voir en fait avec toutes les personnes qui vont participer quelles sont les options, les orientations, les risques, les opportunités. Et c'est comme ça qu'on va construire une vision. Donc, pensez pas en fait à comment on élabore le livrable, mais plutôt le processus qui va nous amener à la vision. Après, ce qui est assez impressionnant, c'est que Toyota arrive à se projeter sur 30 ans ou 50 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on reste cramponné sur cette vision-là. Ça veut dire qu'il va falloir aussi avoir des processus d'ajustement en permanence pour dire maintenant on s'est trompé. On va prendre l'exemple du Covid. Je pense que la plupart des entreprises ont fait leur vision l'année dernière entre septembre et novembre. Ils n'avaient pas anticipé ça, donc ils ont été obligés d'ajuster et ils vont très probablement devoir ajuster. Dernier petit point, c'est que dans le processus de ce qu'on appelle le Hoshinkanri chez Toyota, par exemple, la vision est revue chaque année et elle peut être réajustée ou aménagée tous les 3 mois. Ce qui ne veut pas dire qu'on change de cap tous les 3 mois, mais en tout cas, on essaye de dire, bon, voilà, compte tenu des circonstances actuelles,
il est peut-être sage de stopper ce projet-là pour l'instant, de réajuster. En fait, ça permet de réajuster en permanence. Donc, pas se cramponner non plus sur une vision parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Hein. Mais personne n'en a, même Toyota n'en a pas. Compliqué comme question, si on peut avoir une question un tout petit peu plus simple. Alors, une autre question d'Emeric. Comment proposes-tu de faire une tournée de terrain dans un service support travaillant en télétravail? Quelles sont tes suggestions? C'est des sujets tout à fait d'actualité, ça. Comment on propose de faire une tournée terrain en télétravail? Dans un service support qui est en télétravail. Elle est simple, cette question, non? Ouais. J'essaye de me connecter à quel enjeu on a de faire la tournée terrain. Est-ce que la tournée terrain, ce n'est pas tout simplement de discuter individuellement, prendre 5 minutes avec chaque employé? Et c'est peut-être ça, c'est qu'en fait, le terrain, on ne peut pas l'avoir de façon réelle. Donc, ça veut dire ça va être un partage de représentation et peut-être la tournée terrain, peut-être tout simplement de prendre 5 minutes avec chaque personne et dire comment ça se passe et d'essayer d'avoir une discussion juste comment ça se passe, quelles sont tes problématiques, etc. Ça peut être une alternative. Parce qu'effectivement, faire du tournée terrain, c'est-à-dire être en présentiel sur distanciel, ça, je ne sais pas faire. Mais peut-être de faire tout simplement, comme je vous dis, prendre 5 minutes à chaque personne et puis faire du partage de représentation, ça peut déjà être très aidant. Je n'ai pas mieux à proposer. Très bien, non, mais c'est une réponse. Après, il y a peut-être des avis différents et ça, il y a peut-être d'autres. n'hésitez pas à partager aussi votre avis. J'ai Sylvie qui me pose une question au sujet des services lean. Les services lean actuellement n'ont-ils pas encore trop tendance à être orientés outils et copier-coller des solutions des autres? La boîte à outils, Donc, quoi. On prend ouais. et finalement, on applique des outils et des méthodes. J'ai eu encore le cas hier, je ne donnerai pas le nom de la boîte, mais c'est une grosse boîte qui est structurée avec un système de production formalisé. Et quand on voit ce qui est appliqué sur le terrain, c'est encore très outils. Ce qui pose le plus gros problème, c'est qu'en fait, les managers qui se voient, entre guillemets, suggérer très fortement d'appliquer les outils n'ont pas le sens. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ils ne sont pas forcément accompagnés. Alors, il y a un vaste chantier pour moi. C'est un peu pour ça que j'ai pris ma plume il y a quelques années en écrivant un livre. Je me dis que c'est qu'il y a encore des tas de choses à comprendre dans le Lean. Il y a encore un immense besoin en termes de formation, de compréhension à tous les niveaux. Mais oui, je constate effectivement qu'on est encore dans la boîte à outils. C'est pour ça aussi que j'ai pris beaucoup de temps en début de présentation. C'est que le Lean, la boîte à outils, c'est toute une petite partie. C'est tout le reste qui va permettre de trouver toute la puissance, toute l'efficience des outils. Et l'autre chose, c'est que en fait, si vous instituez un système d'apprentissage, vous utilisez un petit bout d'outil. Quand vous commencez 5S, vous commencez par les 2-3 S et vous capitalisez, ça peut aider les équipes. Donc, il faut être capable en tant que Lean Manager de tout décomposer en petites étapes pour arriver à embarquer, faire comprendre, former les équipes. Je vais prendre un autre exemple, c'est le PDCA. Le PDCA, ça peut être très vite très complexe parce qu'il y a plein d'outils dans le PDCA. Et ben, c'est commencer très très simple à s'entraîner sur des petits bouts déjà ne serait-ce que bien formalisé avec un QQO, QCCP, du test d'hypothèse ou 2-3 actions du test d'hypothèse et c'est comme ça qu'on va commencer. Ça peut aider aussi les lean managers à embarquer une partie de la population, c'est en commençant par très 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 simple. Mais je constate ça effectivement dans les entreprises, c'est encore très… C'est un éléphant à manger, hein, le lean. C'est comprendre toutes les composantes et tout ça, ça demande un sacré travail de réflexion, de formation, de test, d'erreur. Voilà. Alors, j'ai une autre question de Agnès qui te pose la question, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'intervenir pour proposer des solutions lean ou d'excellence opérationnelle dans des entreprises du secteur public, comme par exemple les hôpitaux, voilà. Personnellement, non. Mais je me dis, il y aurait un boulot gigantesque. Il y a un boulot gigantesque et
On connaît tous l'administration, on a tous goûté au fait de se faire un passeport, refaire un permis de conduire et tout ça. Je me dis, il y a une opportunité. Et je me dis aussi, dans le Lean, si je commençais par du Lean dans l'administration, alors il y a plein d'obstacles quand même. Il y a une culture qui est bien particulière, mais c'est comment on redonne du sens aux personnes. Comment on fait en sorte de redonner le sourire à quelqu'un qui vous reçoit à un comptoir d'une administration. Voilà. Mais c'est des cultures, après, il va y avoir des cultures spécifiques, des cultures métiers, parce que l'hôpital, ça va être une culture très particulière. L'administration, ça va être une autre culture. Voilà. Mais si je devais, moi, commencer, je n'ai pas d'expérience, si je devais commencer, c'est commencer par redonner la banane aux employés. Très bien. Une autre question de Sylvie. Quelles sont, selon toi, les qualités indispensables que devrait avoir un lead manager? Si on peut en citer quelques-unes. Merci pour la question, c'est génial. En fait, pour la petite histoire, c'est que j'y ai planché. Mon livre, normalement, devait faire 150 pages de plus où j'avais planché là-dessus. Les compétences… Il est déjà gros. Hein. Il est déjà gros, c'est pour ça que j'ai épargné mes lecteurs. Et je me dis que ça pourrait être sympa de développer ça. Alors, le truc, c'est déjà ne pas transformer en Superman ou Superwoman et donc de donner des compétences incroyables. Les compétences majeures, c'est déjà d'avoir une capacité d'écoute du terrain. Ça, c'est la première compétence. Avec de l'empathie. C'est comprendre à la fois quels sont les besoins des opérationnels, comprendre les besoins du leader. Ce que je vois beaucoup de lean managers et notamment des lean managers qui ont une position très, très douce, très, très basse d'écoute, qui arrivent à s'appuyer sur les irritants, se faire adopter entre guillemets et ensuite sur aller des choses plus complexes. Donc, la première chose, pour moi, c'est l'empathie. La deuxième chose, en termes de compétences pour un lean manager, c'est d'arriver à structurer. Il y a peut-être une deuxième chose qui serait quand même d'arriver à structurer, à formaliser, à structurer et formaliser. Quand vous faites, c'est amusant, quand vous faites une résolution de problème ou un chantier, vous voyez tout de suite la qualité de la réflexion à la qualité des écritures. Et donc, d'être capable d'écouter les personnes et savoir retraduire de façon simple sur un tableau et leur faire visualiser ça, ça peut être une deuxième compétence. Donc, arriver à simplifier et à formaliser, à structurer la pensée des gens. Rien que ça, déjà, vous avez des compétences clés. Et la troisième compétence, pour moi, ça va être une capacité d'observation. Et vous pouvez la développer partout. Vous allez au McDo, vous êtes sur le péri, vous voyez des goulots d'étranglement, vous êtes à la maison, vous êtes en train de travailler sur 5S. C'est comprendre en fait cette capacité d'observation, d'essayer de comprendre le pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça d'un point de vue individuel et collectif dans la tête des gens. Je pense que ça, c'est les trois plus grandes compétences. Je ne parle pas de technique, vous verrez, hein, vous voyez. On est sur l'humain là. Et donc, écoute, empathie et capacité d'observation, principalement. Ouais. Très bien. On a une question sur l'AIC. Et puis, une personne donc, qui me pose la question, qui te pose la question, de savoir comment ça se traduit exactement sur le terrain. Une AIC ? Ouais. Est-ce que tu peux reclarifier ça ? Alors, une AIC. Une AIC, comment ça se passe ? Alors, une AIC, deux, trois choses. La première chose, le principe, c'est de se réunir à date fixe, heure fixe, c'est-à-dire idéalement tous les jours à 8h, 9h du matin, on choisit l'heure qui va bien. Tous les jours, c'est préférable. On se réunit avec le manager et l'équipe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle de choses factuelles. Ça veut dire qu'il faut avoir un certain nombre d'indicateurs visuels sur lesquels on va échanger. Vous choisissez 2, 3, 4 indicateurs, pas au-delà parce que vous n'aurez pas le temps d'en discuter. Donc, ça veut dire qu'on échange, on partage autour des indicateurs et on essaie de comprendre quels sont les écarts, pourquoi il y a des écarts et de prendre des décisions. Donc, les livrables, c'est des décisions. Après, si on veut aller un peu plus loin, on peut se poser la question de la participation des services support. Indispensable pour moi parce que c'est un moment de cohésion. Ce n'est pas la production qui fait la qualité et la logistique toute seule. Elle a besoin de services support. Et puis après, il y a une autre dimension qui va très vite être nécessaire, c'est de dire, OK, très bien, on s'est vu en équipe, on se voit tous les jours. Par contre, il nous manque
une possibilité d'escaler, c'est-à-dire de remonter à un rang N+1 des problèmes que nous ne savons pas traiter. Ça peut avoir aussi la vertu d'arbitrer. On a 10 problèmes, on a 10 urgences logistiques. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les priorités? Et donc, on reçoit en réponse, une fois que le problème est bien analysé, on reçoit en réponse quelles sont les priorités. La question est très vaste, donc je ne sais pas si j'y réponds complètement, mais je dirais, vous instituez un rituel, vous choisissez des indicateurs et vous parlez des problèmes avec 2-3 livrables qui sont des décisions ou les problèmes du jour à traiter et vous le traitez en dehors de cette réunion, déjà, ça peut faire un premier pas. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question parce que c'est assez vaste. Alors, toujours, j'ai une autre question sur la pratique de l'AIC. Oui. Sonia qui nous dit, voilà, la pratique de l'AIC semble avoir des similitudes avec le cercle de qualité d'Ishikawa, basé sur la sollicitation de l'aide et des idées des employés. Point d'interrogation. Très probablement, je n'ai pas goûté au cercle de qualité. J'ai pas goûté au cercle de qualité. Pour moi, en fait, la représentation que j'en avais là, des cercles de qualité, c'était plutôt des groupes de résolution de problèmes. Donc, plutôt des choses qui sont ponctuelles, voire même une fois par semaine. Par exemple, chez Bosch, ils avaient mis en place ce qu'on appelait les formes ateliers, c'est-à-dire qu'il y avait 2 heures qui étaient réservées par semaine pour faire de la formation au travers de la résolution de problèmes. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Mais concrètement, je ne sais pas ce que c'est exactement. Et toujours une autre question de Sonia. Est-ce que l'on peut dire que le fil conducteur du Lean serait apprendre à marcher avant de courir? Ouais. Apprendre à marcher et capitaliser du pas qu'on a fait. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ce qui peut être frustrant, et c'est peut-être une des problématiques pour les dirigeants, parce qu'on vend le Lean, c'est des gains extraordinaires en termes de marge, en termes de qualité, de délai et tout ça. Et donc, on veut tout de suite aller au résultat alors que c'est des petits pas. Et le truc, c'est d'arriver à faire plein de petits pas successifs et d'entraîner un maximum d'équipes, au maximum les équipes et les employés pour arriver à ce résultat final. Je vais peut-être prendre un parallèle qui peut être très intéressant. La culture occidentale, c'est on fait des grands projets pour des grands gains. Au Japon, on va plutôt chercher l'idée de chaque personne chaque jour. Et quand vous prenez 100 personnes qui a chaque jour une idée, qui travaillent 212 jours par an, ben vous voyez la quantité de petites améliorations que vous pouvez faire. Et il est bien possible que ce soit plus robuste et ensuite que ça aille plus loin que les grandes améliorations, les grands projets qui ont du mal à aboutir. Donc, effectivement, petit pas plutôt que courir très vite. D'accord, ok. Alors, je reviens sur une question sur la vision. Oui. Christophe qui nous dit, mais la vision n'est-elle pas fonction de la taille de l'entreprise, des grands groupes, quid, je dirais, dans les sociétés de taille type PME? Est-ce que tu fais une distinction? Est-ce que la difficulté à avoir une vision quand on est dans un grand groupe, c'est peut-être plus facile que dans une PME ou pas? Ou toi, tu ne fais pas de distinction? J'imagine que l'énergie pour faire la vision dans un grand groupe doit être proportionnelle à la taille du groupe. Et d'arriver à décliner et à faire participer toutes les strates hiérarchiques, vous voyez le processus à mettre en branle pour arriver à impliquer au maximum toutes les équipes. Ceci étant, il semblerait que chez Toyota, on y arrive. Il semblerait, parce que je ne l'ai pas constaté, ce que je sais, c'est qu'ils sont bien alignés, ils pratiquent le Hoshin-Kanri et ça donne des résultats qu'on connaît. Pour moi, c'est ce qui me fait un petit peu plus, ce qui me questionne un petit peu plus, c'est justement voir des entreprises de taille moyenne qui n'investissent pas le temps nécessaire dans la vision, dans l'élaboration de où ils veulent aller dans 5 ans et surtout comment ils embarquent leur équipe là-dedans. C'est plus en fait les moyennes entreprises. Il n'y a aucune critique là-dedans, hein, mais je suis très très surpris quand je leur dis mais où est-ce que vous allez, où est-ce que vous voulez aller? Et souvent quand ils font un chantier, quand je suis consulté pour aller faire un chantier, je dis mais vous me demandez ce chantier, mais pour faire quoi? Et c'est là en fait où j'ai souvent pas de réponse parce qu'ils savent pas forcément l'exprimer correctement. Donc il n'y a pas de taille, il n'y a pas de taille d'entreprise, c'est plus ou moins facile. Les grandes entreprises ont compris, ont peut-être les ressources aussi avec des gros cabinets, des grosses ressources pour le faire. Pour moi, c'est indispensable quelle que soit la taille. Et même individuellement, hein, j'extrapole un petit peu, mais avoir sa vision, où est-ce qu'on va dans 1 an, dans 5 ans, et avoir conscience de ses valeurs et de sa vocation, ça peut être très intéressant. Voilà.
Ok, très bien. Une autre question, comment est-ce que tu définis le Kaizen versus le Lean? C'est des questions géniales, je rigole parce que arriver à concentrer ça en quelques secondes, je pense que vous l'avez compris, c'est que le lean, c'est intéressant en fait parce qu'on est dans des représentations, on dit quelle définition on est, et moi j'ai ma propre définition, mais je ne suis pas sûr que ce soit la vôtre. Le Kaizen, c'est Masaiki Imai quand même, donc le père fondateur du Kaizen Institute, qui a lui considéré que le lean ou le TPS c'était une chose et que le Kaizen c'était le tout. Tout est question de ce qu'on met comme définition derrière. Pour moi, le Kaizen a deux, trois choses. C'est cette philosophie d'avancer par petits pas et puis qui est associée aussi aux états d'esprit. Donc, on voit ce qui est intéressant dans le Kaizen. Ils le disent très, très bien. Hein, c'est comment on avance par petits pas, par la résolution de problèmes. Et il y a des états d'esprit associés. Et là, je trouve ça super intéressant. Le lean, je ne sais pas de quel lean on parle en fait. Est-ce que c'est le lean de Michael Ballet? Est-ce que c'est le lean de Womack et Jones? Est-ce que c'est mon lean? J'en sais rien du tout. C'est ça la difficulté en fait. Quelle définition vous faites? Et ça, vous faites un grand pas si vous définissez votre propre définition. Ok, très bien. Je crois qu'on peut avoir encore une autre question parce qu'on va arriver au bout du timing du webinaire. Selon toi, quelle serait la plus grosse erreur quand on commence une démarche Lean? J'en vois une immédiatement. C'est commencer par faire un chantier et éliminer des personnes. Tout simple. Il se peut que vous ayez un excédent, il se peut qu'il y ait un excédent de personnel à l'instant T. Mais si on commence par dire je fais du lean, je fais un chantier et il y a 3 personnes en trop, à la limite, il y a 3 personnes en trop sur ce secteur, mais on va leur trouver un poste ailleurs et on les fait monter en grade, il y a un message super positif. Voilà un des bénéfices qu'on peut tirer du lean. Si par contre, ces 3 personnes, on ne sait pas où les mettre, ou on les rétrograde, on les met à des postes qui ne les intéressent pas, alors là, vous tuez 2 choses, la motivation et puis votre ligne pour quelques années. Voilà, c'est tout simple. Très clair, très clair. Bon, et donc une dernière question. Donc effectivement, tu as écrit un magnifique bouquin. Oui. Et comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre en fait? D'abord parce que quand on est lead manager, il faut s'attendre à faire beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. J'en ai fait beaucoup quand j'étais lead manager, ça je reconnais, mais comme beaucoup. Mais je me suis dit, il y a un tas d'apprentissages, il y a un tas de capitalisation. Et en fait, les erreurs, c'était une somme de feedback sur lesquels j'ai commencé à capitaliser. Et je me suis dit, je commence à avoir un paquet de feedback. Et puis, mais il me manquait quelque chose. Donc, ça, c'était la première étape. Et puis, la deuxième étape, c'est mon training de coaching. Je ne sais pas comment on dit, formation, en tout cas, ma certification, où là, il me manquait un élément fondamental pour comprendre comment fonctionne le Lean, le TPS, etc., c'est de comprendre en fait l'humain et la dynamique des groupes. Et c'est à partir de là où en fait j'ai regardé toutes mes erreurs, tous mes feedbacks, tous mes apprentissages opérationnels et j'ai mis en parallèle tous mes apprentissages en termes de connaissance de l'humain. Et c'est ce maillage des deux qui m'a donné, je me suis dit, ça y est, là j'ai la thématique, je peux expliquer des choses, je peux apporter quelque chose de nouveau. Si je n'avais pas eu cet apport de compréhension de l'humain, je pense que j'aurais fait comme toute la littérature qui est… Allez, je ne vais pas regarder les derniers, mais en tout cas toute la littérature des années 2000. Et donc, je n'aurais pas apporté de valeur ajoutée supplémentaire, à mon sens. Donc, voilà. Et il y a encore beaucoup de choses à écrire. Hein. Donc, avis aux amateurs. D'accord. Est-ce que c'est le mot de la fin? Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire par rapport à ça? Un mot, un conseil? Un conseil, un mot de la fin, c'est tout simplement, j'ai juste envie de dire, en fait, tester. C'est le mot que c'est la dernière slide. C'est n'hésitez pas à tester et ne considérez pas. Je fais un peu de PNL là, mais n'hésitez pas à tester et essayer de voir quels résultats vous en tirez d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue équipe, d'un point de vue bien-être, etc. et d'un point de vue personnel. C'est juste dans des entraînements. Et je devrais peut-être pas le dire comme ça, mais globalement, il ne faut pas, en tant qu'imager, on rêve transformer son entreprise et créer une entreprise référence Lean worldwide.
c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. C'est plutôt d'arriver à accompagner les managers, les lead managers, les managers, les dirigeants à tendre vers leur ambition. Et la dernière chose peut-être aussi, c'est posez-vous la question de la vocation du lead manager dans votre organisation et votre vocation dans l'entreprise. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Et c'est ça qui va vous tirer, qui va donner sens à vos actions. Et je pense que ce sera déjà plus écologique pour vous et sans doute plus bénéfique pour l'entreprise. Voilà. C'était un grand dernier mot, mais un bon dernier mot. Voilà, bon, j'espère. Écoutez, Jean-Louis, déjà un grand merci pour ce témoignage. Merci à tous les participants, toutes les participantes aussi pour vos questions. J'espère qu'on a pu vous répondre le plus clairement possible. En tout cas, on reste à votre disposition si vous souhaitez approfondir. Oui. On fera certainement à la rentrée en septembre un second webinaire sur la même thématique. Vous étiez nombreux ce matin et je pense que vu le contexte et vu la période du calendrier pendant les vacances, il y a encore pas mal de gens qui seraient intéressés pour qu'on refasse cette même thématique. Donc, on vous donnera rendez-vous très probablement sur septembre. Vous aurez la possibilité de retrouver donc la présentation qui a été faite par Jean-Louis sur notre site internet, www.accence.com, et ainsi que la vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, un grand merci. Encore merci Jean-Louis. Très bonne Merci à journée tout le à monde. tous. Merci Et aux puis, participants. écoutez, Merci. bonne mise en pratique de ces différents enseignements. À très bientôt. À très Merci bientôt. à Au vous. revoir.